quand je l'imagine, je me dis, tu vois, c'est une équipe. Une petite équipe avec chacun sa spécialisation. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et tu lui dis, allez, vas-y les gars, on y va, on travaille sur résolution de bugs et vous m'aidez à travailler. En fait, t'es tout seul et tu travailles avec tous tes petits agents sur ton ordinateur. C'est incroyable. C'est ça. Et t'as tendance un peu à les personnifier aussi quand tu passes... Ah oui ouais. Tu leur donnes des noms et tout? Non. Non, quand même pas. Mais bon, quand tu passes 2 jours à former, enfin tu vois, en gros à prompter un modèle pour qu'il fasse ce que tu veux, au bout d'un moment, tu as mis un peu de ta personnalité, tu vois. Ah la vache, c'est trop bien. C'est énorme, c'est énorme. Bienvenue dans La Cave, le podcast qui explore les métiers et projets qui transforment le monde de la tech. Je suis Pascal Maria et aujourd'hui, je reçois Charles Chevalier. Et si je te disais que tu pouvais décupler ta force grâce à l'IA? Tu es développeur, ingénieur, passionné de tech, tu sens que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser ton métier, mais tu ne sais pas encore comment l'attraper au vol. Alors écoute bien ce qui va suivre. Dans cet épisode, je reçois Charles Chevalier. 15 ans d'ingénierie, de management et de conseil. Un parcours extrêmement dense et surtout une obsession. Construire des agents IA qui testent automatiquement des sites web. Oui, des ingénieurs virtuels. On parle de nuit à entraîner un bot de poker, d'une start-up montée de zéro, d'un projet fou avec Roland Garros et surtout de cette révolution que tu ne peux plus ignorer. L'IA qui code, teste et apprend plus vite que toi. Ici, Charles nous partage ce qu'il a appris, ce qu'il ferait différemment aujourd'hui et ce que toi, tu peux faire pour rester dans la course. Je sais, tu te poses la question, est-ce que c'est la fin du développeur tel qu'on le connaît ou juste le début d'un nouveau super pouvoir? Alors je te dis, très bonne écoute. Et bonjour à tous, salut Charles, est-ce que tu vas bien? Salut Pascal, bien et toi? Bah ouais, nickel. Donc première question, comme je pose à tous les invités, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Je suis donc Charles Chevalier, j'ai 42 ans. Ça fait un peu plus de 15 ans que je fais du software engineering et du management. Et aujourd'hui, je suis ingénieur IA chez Heal.dev, qui est une startup qui construit un ingénieur QA. Donc, un ingénieur virtuel qui écrit, exécute et maintient des tests sur des sites web. Trop bien. Donc là, on a déjà la première introduction qui va tenir tout le monde en haleine. Est-ce que on peut savoir comment tout a commencé? Comment tu as commencé à arriver dans l'informatique? Bon, déjà, j'ai fait des études d'informatique, donc j'étais plus ou moins prédestiné à bosser dedans. Ça aide. Par contre, je savais pas trop dans quel domaine je voulais bosser. C'est assez vaste. Donc, je me suis dit assez innocemment, sorti d'école, je vais aller faire du conseil. Ça me permettra de voir plein de projets différents, plein d'entreprises différentes et peut-être que je trouverai ma voie là-dedans. Tu n'avais pas de personnes qui t'ont dit le conseil c'est un peu violent ou quoi que ce soit, non? C'est vraiment, tu t'es posé toutes ces questions-là tout seul? Ouais, je me suis plutôt posé ces questions tout seul. J'ai fait une école généraliste au départ et c'est vrai que j'ai assez peu de potes qui sont partis en informatique. Donc j'ai un peu fait ma voie tout seul. Trop bien. Donc là, tu as choisi ton école informatique. Donc du coup, pourquoi tu as fait l'informatique? C'était plus simple? Alors, j'ai toujours adoré les maths. L'info, finalement, on retrouve un peu la même sorte de logique et de réflexion dans l'informatique que ce qu'on peut avoir dans les maths. J'ai toujours été un peu intéressé par les ordinateurs. J'aimais bien bricoler des trucs. J'aimais bien les jeux vidéo, même si finalement c'est assez éloigné du métier de software engineer. Voilà. Ok, trop bien. Et là, t'es arrivé, bon du coup, t'as commencé par le conseil. Et là, tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que ces boîtes? Alors, j'ai quand même fait 7 ans dans le conseil, donc j'ai eu le temps de me dire, Ah oui. oh là là. Non, mais je me le suis pas forcément dit au départ. C'est vrai que bon, j'ai commencé dev de base, on va dire, sur des gros projets qui coûtaient des millions pour des outils qui, je sais pas s'ils sont en prod aujourd'hui d'ailleurs, mais Mais non. en tout cas, j'ai bossé 2 ans sur un projet qui, je sais que 5 ans après avoir quitté la boîte, il était toujours pas en prod. La Donc vache. ça, c'était mon premier projet. Frustration extrême. Oui, mais bon, finalement, j'avais pas mal de choses à apprendre encore, donc mine de rien, j'ai quand même appris des choses en développement, j'ai appris des choses sur la gestion de projet, même si j'y participais assez peu. C'était pas totalement inutile. Et j'ai aussi appris un peu la manière dont ça se passait dans les grosses boîtes. D'accord. Grosses boîtes à la défense, avec des grosses tours, des milliers d'employés.
des process très très lents, etc. Donc bon, ça reste quand même une bonne expérience et je regrette rien. D'accord, donc là, ouais, tu as appris sur tous les pans, aussi bien développement. Là, tu manageais personne à ce moment-là, non? Non, à ce moment-là, non. Ensuite, je suis allé dans une deuxième ESN, du coup. Alors à l'époque, j'étais spécialisé CRM, donc je faisais du conseil en CRM. Donc CRM, Customer, Relationship Management. C'est ça. Ok, gestion de la relation client. Ouais. J'avais choisi ce domaine-là parce que je m'étais dit, je vais pas aller dans une boîte de conseil pour faire que du code. Je m'étais dit que ça allait pas être les projets forcément les plus intéressants au niveau de dev, même si je pense qu'il doit y en avoir. En tout cas, en faisant du CRM, c'était pas forcément le gros du sujet. Finalement, le gros du sujet, c'était quand même de discuter avec les clients, comprendre le besoin, faire des ateliers, enfin les trucs classiques du conseil. C'est vrai que pour les CRM, il y a, je pense, très peu de code, mais plus beaucoup de paramétrage et de discussion avec les clients pour un peu coller aux besoins. Ouais. Après, tu te retrouves quand même à faire du code sur les parties un peu touchy. Enfin, dès que tu as un peu d'analytics, tu fais du code. Dès que tu as de l'intégration, tu fais du code. Après, c'est vrai que tu as très peu d'interface. Finalement, ça se paramètre dans l'outil. Mais voilà, donc du coup, en arrivant dans la deuxième ESN, j'étais le premier employé de la branche CRM. En fait, il créait la branche CRM. Donc, c'était pas mal intéressant puisqu'au début, il y avait rien. Il y avait pas de projet. Donc, il fallait répondre à des appels d'offres, fallait recruter du monde. Donc, voilà, j'ai vu tout ça naître. Et je suis resté 5 ans dans cette boîte. J'étais donc tout seul au début, puis on était une trentaine à la fin. Trop bien. Donc, j'ai participé au recrutement de tout le monde. J'ai géré finalement pas mal de projets. Donc, c'était une bonne formation pour ce que j'ai fait ensuite. Ah ouais, et du coup, avant de passer à la suite, est-ce que c'est quoi qui étaient les meilleures choses que tu as faites sur l'implémentation du CRM ou des CRM? C'était quoi les choses qui étaient bien et pas bien à la fois? Les projets les plus intéressants, finalement, je pense que c'est ceux qui avaient rien à voir avec le CRM en tant que tel. Ah ok, d'accord. Non, mais justement, parce que ça sortait un peu du quotidien, je pense. D'accord. Mais dans le meilleur projet, j'ai pas le droit d'en parler, malheureusement. D'accord. Pourquoi? Parce que sinon on va tous mourir? Ouais, parce que c'est un peu, Ah d'accord, ok, j'ai ouais, compris. classifié. Enfin bref, j'ai pas le droit d'en parler. Ok, passons. Ouais, passons. Ok, donc là, toi, t'intègres des CRM, dont des progiciels. Tout se passe bien. Et à un moment donné, t'arrêtes. À un moment donné, j'ai un copain qui vient me voir et qui me dit hey, j'ai une super idée, j'ai envie de monter une boîte. Est-ce que ça te dirait L'idée, c'était de monter une boîte qui vend au club de tennis des systèmes vidéo qu'on installe sur les terrains. Et donc, à partir des caméras, des images captées par les caméras, de recalculer toutes les statistiques, découper la vidéo par points, donc permettre aux gens de revoir leur match avec les points découpés et toutes leurs stats sur Internet. Je me suis dit, super concept. Parce que toi, en plus, tu joues au tennis. Alors, j'ai joué pas mal jeune. À l'époque, je jouais Ok. plus trop. Je me suis remis un petit peu, mais bon, voilà, on va dire que je suis pas un grand tennisman. Mais quand même, ça te parle, tu vois, et puis... Mais oui, en tout cas, le domaine me parlait. Je me disais, le tennis, c'est un domaine dans lequel il doit y avoir pas mal d'argent, puisque c'est plutôt des gens aisés. Donc, je me dis, oh, le modèle doit fonctionner. Et puis, finalement, je me suis surtout lancé pour le défi technique, parce que Ah oui. ça me semblait assez intéressant. Donc là, vous êtes deux. Donc, ton copain qui, lui, connaît plus la partie peut-être business et marketing, non? Ouais, alors lui, il faisait de l'UX, donc UX, d'accord. ouais, son métier d'avant, c'était de faire de l'UX, donc interface utilisateur, expérience Ok. utilisateur. Et il est venu avec un de ses amis d'école, qui du coup était le troisième larron et qui lui s'occupait toute la partie administrative et aussi la partie hardware au départ. Puis Ok. ensuite, les rôles ont un peu évolué. Voilà, donc on a commencé à 3. Ouais, grosso modo, j'ai développé le projet pendant 2 ans en parallèle de mon boulot. Donc là, t'étais l'étiquette de CTO. J'étais CTO, ouais, du coup, j'ai monté une boîte, Trop bien. CTO, fondateur de la boîte. Génial. Euh, et oui, j'ai commencé donc dans ma chambre à bosser les nuits et le week-end sur ce projet-là. Ah, dommage, il n'y avait pas de garage, quoi. C'était pas dans une garage ou c'était pas dans la cave.
Non, malheureusement. Non. On n'habitait pas dans des maisons à Paris à cette époque-là. Oui. Pas de garage. Carrément. Donc là, ouais, toi, t'es CTO, donc tu crées tout from scratch. Donc, une entreprise qui permet d'analyser en fait les joueurs, tout simplement. Ouais. Avoir plus d'analyse et puis leur donner en fait ces informations-là aux joueurs pour qu'ils puissent s'améliorer. Et aussi, tu peux aussi comparer peut-être d'autres personnes et le jeu d'autres personnes. Donc, c'est quoi? T'es obligé d'avoir des caméras, des appareils sur le terrain ou tu peux analyser ça via un match de télé Ouais, alors le pitch au tout début, c'était je mets mon smartphone sur le terrain, j'appuie sur un bouton, je me filme et j'ai toutes mes stats en rentrant. Ah oui. Là, on s'est rendu compte que c'était un peu trop compliqué. Alors, ça serait plus simple avec les technologies d'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a 10 ans, c'était compliqué. Déjà parce que quand on maîtrise pas l'installation du téléphone, on n'a qu'une C'est assurance que le limité. point de vue soit correct. Oui. Que le téléphone ne va pas bouger dans tous les sens dès qu'il y a un coup de vent. Et surtout, il y a des milliers de téléphones différents qui ont des qualités d'image différentes, des formats d'encodage différents. Donc c'était pas trop gérable, en tout cas dès le début, comme ça. Ok. Donc on a installé nos caméras, nos bornes. D'accord. C'était assez épique au début. Au début, on avait besoin de gros matériel, des PC avec des cartes graphiques. Ah oui. J'ai mon associé qui bricolait ça dans la cantine des locaux où on était. Enfin, c'était vraiment épique. C'est bon ça. Et puis finalement, c'est devenu beaucoup plus simple par la suite parce que nos algorithmes sont précisés, on les a beaucoup optimisés. Et à la fin, on arrive à déployer du matériel super léger, mais ça reste quand même une grosse contrainte de déployer du matériel. Enfin, quand tu fais du SaaS et que tu appuies sur un bouton, que tu rajoutes des clients à ta base de données, c'est cool. T'as un petit curseur et tu as un petit slider et t'augmentes les machines, les CPU. Ouais, c'est Facile. ça c'est pas mal. Ouais. Quand tu dois aller déployer donc du matériel sur les terrains et que tu es contraint par l'électricité du club qui est instable parce que souvent c'est des locaux qui appartiennent à la mairie, qui sont pas super bien entretenus. Le club a pas le droit de toucher à la partie électricité. Les connexions internet, c'est du vieil ADSL où il y a pas d'ADSL sur les terrains. Bref, on apprend à faire un système assez robuste du coup qui tient. Tu peux lui couper le courant, internet, tout, il reste en vie, mais ouais, assez compliqué du coup. J'allais te demander les challenges, mais là on les a. Du coup, c'est plus côté hardware. C'est vrai quand t'as manipulé quand même des objets où t'as pas la main, où c'est vraiment c'est des objets propriétaires, soit Android, soit iOS, où tu veux essayer de mettre des choses dessus, mais gérer la mise au point. Là, ça devient un autre enjeu, quoi. Ouais, alors encore Android, on en déployait pas mal à la fin et on a réussi à bien bidouiller. Mais ouais, iOS, ça a jamais été une cible à cause de ça. Enfin, D'accord. le système était trop fermé. D'accord. Mais oui, donc ça, c'était le challenge plutôt côté hardware. Côté software, c'est des challenges qui sont assez classiques en computer vision. Les challenges, c'est j'ai fait un système qui reconnaît une balle sur un terrain. Enfin, typiquement, on a commencé comme ça. D'accord. J'installe le deuxième terrain, il voit plus du tout la balle. C'est logique. Et voilà, l'idée, c'est au fur et à mesure d'avoir un système où on a de plus en plus de données pour l'entraîner, donc il est de plus en plus robuste, et à la fin, on peut l'installer sur n'importe quel terrain, ça marche. Mais après, on a toujours des contraintes. Quand tu installes un système en extérieur, il y a forcément un moment de la journée où tu vas avoir le soleil dans la caméra. Donc on savait que les terrains étaient plus utilisés l'après-midi, donc on essayait de mettre le soleil dans la caméra le matin. Bref, pas mal de contraintes du coup aussi côté vision et machine learning du coup. Voilà, collecter le maximum de données, les nettoyer, rentrer le modèle régulièrement. Gros challenge. Donc là, c'était il y a à peu près 10 ans. À peu près, ouais. Et 2015, donc même. 2015. Ouais. Ok. Et c'était vraiment, il n'y avait pas d'IA, quoi. Il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas tout ça. Non, alors il y avait l'IA, pardon, il y avait déjà pas mal d'IA, enfin notamment en computer vision, les réseaux de convolution, etc. C'était déjà assez robuste. C'était déjà très utilisé pour les OCR, ce type de truc. Mais c'est vrai que c'était pas autant à la mode et autant déployé qu'aujourd'hui. Ou même dans ton téléphone, t'en as plein. Dès que tu prends une photo, tu peux faire tout ce que tu veux, etc.
C'était beaucoup plus expérimental, mais il y avait déjà quand même pas mal de librairies. Voilà. J'avais déjà fait un petit peu de machine learning peut-être 5 ans plus tôt, et là c'était encore une autre histoire. Mais D'accord. Donc là, en gros, pour pouvoir améliorer ton produit, toi, tu t'es documenté et tu t'es auto-formé sur tout ce qui est machine learning, computer vision et l'IA. ouais, alors du coup on va revenir 5 ans plus tôt pour ça. Bon, du coup, dans mon métier, quand je faisais du conseil, je faisais, on va dire peut-être 50% de tech et 50% de gestion de projet, chiffrage, appel d'offres, les classiques. Et, euh, et le soir, je jouais pas mal au poker en ligne. Et un jour, en fait, je trouvais qu'il y avait un côté assez répétitif sur pas mal de choses. Je me suis dit, tiens, mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas faire un système un peu intelligent qui joue au poker tout seul? Donc là, toi, le jour, t'étais en conseil, donc faisais Ouais, des conseils, et la nuit, t'étais un joueur de poker averti, on va dire, ouais, ou t'essayais. j'essayais, ouais. Bon, en Ok. tout cas, mais voilà, finalement, avec du recul, je crois que j'ai passé plus de temps à faire mon algorithme qui joue au poker qu'à jouer moi-même. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, c'était, je pense, que ça devait être aux alentours de 2010 que j'ai commencé. Et là, clairement, en termes de machine learning, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Mais bon, c'est là où j'ai commencé à lire tous les papiers scientifiques que je pouvais trouver sur le poker, où il y avait pas mal de recherches à l'époque déjà. C'est là que j'ai découvert le réseau de neurones. J'ai commencé à entraîner mes premiers petits réseaux sur mon ordi. À l'époque, t'avais aucune lib, rien. Donc, en gros, tu recodais ton réseau à la main, tu vois, ce Mais non. qu'aujourd'hui Mais du paraît coup, un peu attends, aberrant. t'étais autorisé à créer un robot qui jouait au poker à ta place? Bah, t'es autorisé. Après, ça dépend ce que t'en fais. Si tu Ah, joues contre lui ou que tu le fais jouer des d'accord. copains, ça c'est bon. Ah, d'accord, ok. Ok. Très bien. Donc, du coup, là, tu t'entraînes avec lui, tu joues au poker avec ton robot, Ouais, et donc c'est là que j'ai découvert le machine learning. En gros, bon, toute la partie game theory de computer science. Et, euh, et c'est là où je me suis dit que c'était quand même un domaine assez sympa. Et c'est aussi pour ça que mon pote est venu me voir et me proposer ce boulot, parce qu'il savait que, D'accord. Que toi, tu faisais ce genre de... voilà, que j'avais des petits hobbies un peu annexes sur des trucs un peu compliqués et bien scientifiques. Trop bien. Voilà. D'accord. Et du coup, voilà. Et ça veut dire que directement, quand tu as commencé chez Mojo, tu as mis en place l'IA, tout ça, quoi. Tout ce que tu as appris avec le poker, tu l'as appliqué sur... Ouais, alors c'est un domaine un peu différent du machine learning, du coup, puisque c'est vraiment, enfin la majorité, on va dire du machine learning, c'est de la vision, ce que j'avais pas forcément dans le poker, Oui. mais finalement les concepts sont assez similaires. Bah, la vision sur... Ah oui, 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 effectivement. Ouais. Bah, peut-être Enfin, pour la reconnaissance des cartes, mais c'est différent. ouais, C'est plus de OCR. ça reste un réseau de neurones avec une entrée, des sorties, tu les structures un peu comme t'as envie, et il faut que tu arrives à faire converger le modèle. Donc oui, il y a des gros points de similarité. Après, j'ai appris quand même pas mal de choses sur le tas en computer vision, surtout dans les 2 premières années avant de vraiment créer la boîte, où là j'ai bossé uniquement sur la partie algorithme. Et ensuite, quand on a créé la boîte, on a commencé à créer le site web et tout le reste autour. Mais D'accord. Mais comment tu crées les algorithmes? T'as des SDK, des frameworks pour travailler dessus? ouais, alors en computer vision, t'as OpenCV, Ok. qui est ouais, un SDK en C++, hyper utilisé dans le monde de la computer vision. D'accord. Toi, tu développes en C++ du coup. Du coup, ouais, Mojo, tout l'algorithme était en C++. Ok. Hyper utilisé avec plein de fonctionnalités. Aujourd'hui, ça intègre pas mal de modules de machine learning, etc. Bon, ça, après, moi, j'ai toujours gardé le machine learning à part, mais je crois que c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Et oui, je me suis pas amusé à recoder des fonctions hyper optimisées pour faire des différences entre des images ou des choses comme ça. Tout ça, c'était déjà codé. Donc, très très pratique pour monter des petits projets. Trop bien. Donc un projet qui s'est mal passé dans Un ta carrière. projet qui s'est mal passé. Alors, pas forcément mal passé, mais j'ai eu un projet qui m'a bien challengé. C'était chez Mojo, où on a bossé pour Roland Garros pendant 5 ans.
Ah oui, pas mal. où on fournissait des résumés des matchs aux chaînes de télé. Donc l'idée, c'était, tu choisis la durée que tu veux de ton résumé, voire tu peux demander plusieurs durées et en moins de 5 minutes après la fin du match, tu as, ta vidéo toute montée, dispo. Donc là, ce que vous faisiez, c'était des cuts sur les moments forts, les temps Ouais. forts du match? Et en gros, on analysait tout le match et Et on déterminait les points qui allaient avoir le plus d'intérêt. Ça, c'était la partie un peu compliquée et les points et on mettait les points aussi, les plus importants. Donc ça, c'est assez simple, hein, c'est les balles de set, balles de match, ça tu les inclus forcément dans ton résumé. oui, Mais bon, oui, grosso modo, on avait tout un algorithme un petit peu compliqué, qui, donnait un score à chaque point et ensuite, voilà, on essayait de mettre le maximum de points dans le résumé. Hem Et ça, c'est un des projets les plus galères que j'ai fait de ma vie, je pense, parce que c'est de l'événementiel ah bah oui. et avant le tournoi, tu peux rien tester de bout en bout, en fait. Donc on récupérait, au tout début, on avait notre caméra, après on avait que les flux, de la télé. Mais en gros, on récupérait souvent, 2 flux télé, les données d'arbitrage. Bon, on était grosso modo branchés à plusieurs sources et avant le tournoi, on pouvait tester unitairement, tu vois? Mais on pouvait jamais tester l'ensemble. Donc on a, développé, voilà, on s'est développé des genres de bench où on imitait, le streaming des flux vidéo, des flux d'arbitrage. Quand tu dis en limite, c'est-à-dire que tu pouvais c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Parce qu'en fait, tu as plusieurs, flux vidéo qui arrivent de partout Ouais. et c'était quel flux vidéo était le mieux par rapport à l'autre? Alors on avait, si je prends au début, on avait notre flux de caméra à nous, qui Mmh. nous servait à, du coup, analyser l'image. D'accord, On avait, hem, un flux télé, fixe, uniquement caméra arrière et un flux télé monté. d'accord. Bon et en gros, on avait 2 flux qui nous servaient à l'analyse et un flux qu'on découpait ensuite, pour faire la vidéo finale. Puis après parfois on avait, plusieurs flux audio aussi suivant la langue et cetera. OK. Hem Et le problème, en fait, c'est que, hem, il faut gérer la synchronisation entre ces flux et typiquement, notre caméra, elle est pas du tout synchro avec les flux télé, hem et les données d'arbitrage sont pas non plus synchro avec le flux télé D'accord, oui. et Oh donc la du vache. coup, tu essaies de modéliser ça un peu comme tu peux avant où, D'accord. on imitait des serveurs de streaming, on imitait, les serveurs de flux d'arbitrage et d'autres données à côté. L'usine à gaz. Et en fait, avant le premier match du tournoi, on n'avait aucun moyen de tester ça de bout en bout. Donc c'était un peu l'enfer sur terre. Ah la vache. Parce que c'est de l'événementiel, donc tu lances ton premier match. Toutes les années, on changeait complètement l'archi, en fait, donc toutes les années, c'était un peu la galère. Et le premier match, tu vois, tu as quand même une grosse partie des trucs qui plantent. Donc le principal, tu vois, le plus robuste, c'était, j'enregistre les flux vidéo et audio et arbitrage. En gros, j'enregistre tout Tout pour avoir tout. et après tu Comme ça, après si j'ai tout qui crache à côté, au moins je peux tout relancer, tu peux quoi. relancer, ouais. Ou sinon tu peux demander Heu, aux joueurs de rejouer le match. ouais, ça c'est plus compliqué, surtout de rejouer exactement les mêmes coups et tout, Non mais c'est carrément. un autre métier. Mais donc on a enregistré tout. Je crois qu'on n'a jamais eu une année où le premier match est passé, du premier coup. Ah le stress quoi. C'était impossible et du coup, toute la journée, en gros, tu pouvais quasiment rien fixe parce que tout tournait en prod, tu voulais pas trop toucher, tu vois? Bon, tu Mais pouvais tu m'é commencer à récupérer des vidéos, à tester des trucs, mais t'avais d'autres trucs qui pétaient à côté, donc il fallait s'en occuper. Bref, les premiers jours, c'était l'enfer oh le et stress. du coup, t'avais la nuit pour fixe, ce que tu pouvais, quoi. Parce qu'en fait le résumé était, c'est pas quelque chose qu'ils attendaient, Alors, on avait des engagements moindres sur les premiers jours de tournoi, ah d'accord. hem et les dernières années, on a réussi à faire dans les 5 minutes, mais on avait, bon, on a des grosses solutions de backup où on pouvait retaguer, on avait une personne qui taguait en même temps à la mano, tu vois? D'accord, Comme OK. ça, si jamais ça Si plantait, ça plantait, lui, il était là, pour récupérer les in ouais, OK. c'est ça. On pouvait quand même, Oh la vache. envoyer le truc 5 minutes, OK. après la fin du match. Mais ouais, c'était, hyper chaud.
Du coup, toute la journée, tout en prod, les trucs qui tombaient dans tous les sens. Et la nuit, il fallait tout fixe pour que le lendemain matin, il y ait le maximum de trucs qui tournent. Ah, ouais. Donc c'était, voilà, un bon souvenir, mais aussi une belle galère. Toi, tu étais le seul à bord côté tech. Est-ce que vous avez recruté du monde? Ouais, on a recruté, on a fait 2 levées de fonds. Ah oui. Je crois qu'au max, on était une dizaine, grosso modo. Ah oui, quand même. Ou un petit peu plus. Enfin, je sais qu'on est monté à 8 dans l'équipe tech. Ça, c'était juste après la deuxième levée de fonds. On était très contents. Et donc, c'était le pic. Après, on a eu pas mal de cycles où on a embauché. On a dû se séparer de monde. On a embauché. On a dû se séparer. Ok. Et ça s'est fini où finalement, à la fin, on n'était plus que 3. On D'accord. s'est dit, bon, allez, c'est bon, faut arrêter. D'accord. Et ça, c'était pendant le Covid ou Non, alors, non, c'était il y a 1 an. Donc, c'était Ah, il y a un an. il y a Ah pas oui. longtemps. Ouais. D'accord. C'était il y a pas longtemps. Non, le Covid, ça, ça a été un gros coup dur pour nous puisque, effectivement, on n'avait plus de clients pendant 6 mois. Oui. Donc, c'était pas simple de leur demander de payer. Enfin, tout était fermé. Mais, oui, ça a été un des coups durs de la boîte. Bon, on en a eu plusieurs, hein, forcément. Mais bon, aucun regret. Cette boîte n'existe plus aujourd'hui. Oui, la vache. On aurait pu continuer encore, je pense, des années si on avait eu envie, mais À un moment, tu crames, quoi. Tu fais toujours la même chose et tu vois pas ouais, d'un. c'est ça. J'avais surtout envie de voir autre chose. Mm. Et puis, il y avait une grosse hype autour des LLM, les grands modèles de langage, à côté de laquelle je voulais pas trop passer. Enfin, grosso modo, je me suis dit, j'ai une transition à faire si je veux partir là-dedans. Donc, j'ai implémenté quelques petits projets LLM chez Mojo. Et comment t'as fait, toi, pour apprendre là-dedans, là, et commencer à expérimenter, en fait, des petits projets en LLM? Alors les LLM, je me suis dit, je vais m'y mettre sérieusement, donc j'ai fait certification Coursera. Ah, d'accord. Et si, J'ai lu pas mal de papiers et et si tu peux nous donner une ouais, je petite me suis... définition de LLM pour les personnes qui connaissent pas? LLM, grand modèle de langage. Bon, alors pour des personnes qui connaissent pas du tout, je sais pas si j'aurai une très bonne définition, mais Ok, bon. pour faire simple, c'est un très très gros réseau de neurones qui est très fort en langage et qui donc est capable de construire des phrases. Le concept actuel, c'est il prend une entrée texte pour un LLM simple et ensuite il prédit une réponse mot à mot. Donc il va choisir le premier mot, il va prendre un des mots les plus probables d'après lui, le deuxième de la même manière, etc. jusqu'à ce qu'il arrive au mot stop et il s'arrête. Ok. Et derrière, avec ça, toi, ça t'enchante. Tu te dis, mais attends, il y a un truc à voir et à améliorer. Ça peut nous aider quand même pas mal. Parce que c'est vrai qu'au début, on était quand même parti sur du CRM, du pro logiciel. Et là, on est direct sur du LLM. Donc, c'est quand même Ouais, pas mal. je suis plutôt parti dans ce qui me faisait plaisir. Enfin, je me suis rendu compte que le conseil, au bout d'un moment, c'était pas forcément mon truc. Enfin, d'être en costard tous les jours, de tomber sur un client qui te dit c'est bien d'être en costard, mais ce serait bien que tu mettes une cravate. Bon, Voilà, je peux rassurer tout le monde, parce que là, il n'y a pas la vidéo. La Charles, en fait, il est en t-shirt et en short. Donc là, ça oui, va. bon, oui, maintenant je peux m'habiller un peu comme je veux au bureau, c'est plus trop un sujet. C'est ça. Euh, ouais, bon, enfin, j'avais envie de bosser sur des trucs un peu innovants. Le côté un peu scientifique me manquait. Euh, et voilà, aujourd'hui, je suis quand même dans des domaines bien scientifiques depuis plus de 10 ans et je pense que j'ai pas trop envie de changer. Les LLM, je pense qu'il fallait que je vois ce que ça donne. Parce que bon, après 10 ans autour de la vision, je pense que bon, il y avait plein de domaines dans lesquels j'aurais pu aller, les voitures autonomes, les trucs comme ça Pas mal. ça aurait pu être rigolo, mais l'LM, je pense que c'était un bon choix. Du coup, les premiers projets que tu crées, toi, c'est quel genre? C'est des projets du coup que j'ai pu créer chez Mojo. Ça me permettait d'avoir des références quand je voulais changer ensuite. Ah, bah, pas mal, pas mal. Du coup, alors il y a un projet qu'on a déployé très peu et qu'on a arrêté, qui était un coach
coach virtuel. Donc, je voudrais améliorer mon coup droit. Peux-tu me Ah, pas proposer des mal. exercices? Et un autre qui analysait tes stats et qui te donnait en gros tes forces et tes faiblesses dans ton match. Parce que finalement, ce dont on se rendait compte, c'est que nous, on avait créé cette boîte avec une vision d'ingénieur. Donc, on affichait plein de super statistiques. Mais à qui, Mais quoi? Pour finalement, qui? le commun des mortels est pas forcément super à même de tout comprendre. Donc, c'était quand même bien d'avoir un agent qui synthétise un peu tout ça pour les utilisateurs. Mais du coup, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'ils comparent avec d'autres personnes? Non, l'objectif, c'était assez restreint. C'était juste d'analyser ce que tu avais fait de bien et de pas bien dans ton match. Te Mmh. dire, là, ta statistique de premier coup droit, de coup droit est vraiment pourrie. Donc, essaie de bosser un peu ton coup droit. Suivant ton niveau, il faudrait que tu essaies de faire tel et tel exercice, etc. Ah, c'est pas mal. Et du coup, c'était un succès, ça? Ouais, c'était déjà un moment où la boîte commençait à décliner. Donc, les gens ont trouvé ça cool. Enfin, en tout cas, un moment où nous, on avait un peu lâché le truc. Ça a été bien accueilli. Les utilisateurs ont trouvé ça sympa. Après, voilà, la boîte, 1 an plus tard, elle fermait. D'accord. Donc, je sais pas si c'est un projet qu'on aurait lancé si j'avais pas une forte envie de reconversion. Mais en tout cas, bon, moi, ça m'a permis de mettre ça en application sur un vrai projet en prod. OK. Parce que c'est toujours facile de faire tes petits projets, tu mets sur GitHub et qui tournent sur ton ordi une fois tous les 36. Mais mettre en prod, c'est un autre sujet, surtout sur des trucs d'IA. Euh, Tu veux que je continue sur la suite, du coup? Vas-y, hein. Allez, hein. Ok, donc du coup, j'ai arrêté Mojo. Je me suis dit, j'ai envie de voir un peu ce qui se fait en entreprise et ce que les boîtes font avec de l'IA. Donc, j'ai fait 6 mois de freelance. Ah. Donc là, Et t'étais builder d'agent IA. ouais, alors je crois que j'avais dû mettre expert IA sur Malte ou un truc comme ça, Ah tu ouais, vois. chaud. Pas mal. Et du coup, enfin voilà, j'ai trouvé assez vite des missions. Donc direct, dès que tu t'es mis sur Malte, et toi, t'as eu pléthore de missions? Moi, pas direct, mais oui, enfin en quelques semaines, j'ai Quelques trouvé semaines. ma première mission. Et Pas puis mal. j'en ai. Après, à 6 mois, ça va vite, hein, donc j'en ai fait 4 ou 5 missions, je crois, un truc comme Ok. ça. Non, parce que j'ai des potes, moi, qui me disaient que Malte, ça fonctionnait pas trop. Ils se mettaient dessus, mais après, ça dépend les domaines, je pense. Ouais, non, bah après, je me suis inscrit partout. Hein. Enfin, tu D'accord. vois, bon, c'était le gros moment de transition. J'avais mon deuxième enfant qui était tout petit, ma femme à la maison. Bon, je pouvais pas non plus me la couler trop douce, donc Fallait que ça rentre, ouais, fallait que l'argent ouais, rentre. fallait gagner un peu de sous. Donc oui, je me suis mis sur à peu près toutes les plateformes. Euh, j'ai contacté des gens sur LinkedIn. Je me suis pas mal bougé, quoi. Trop bien. Donc j'ai réussi à trouver des missions. Et puis finalement, j'ai eu la très forte impression de me retrouver à faire du conseil comme j'avais fait 10 ans plus tôt. Et là, ça, Et c'est cauchemar. Une impression non, de déjà vu. pas cauchemar, pas cauchemar. J'ai quand même, enfin, voilà, j'ai quand même appris des choses, mais il y avait une impression de déjà vu. Et puis surtout, je suis retombé un peu sur les lenteurs des grosses boîtes où, enfin, quand t'as fait 10 ans en start-up et que tu peux prendre une décision en 10 minutes et changer toute ta stratégie et que tu te retrouves dans un groupe où il faut passer 10 niveaux de validation pour acheter une punaise, c'est sûr que Là, ça fait un peu bizarre. C'était quoi les entreprises où t'intervenais? C'était des petites, des PME, des TPE? PME, gros PME? groupe, Oh, ok. start-up. Ah oui, aussi? Alors Ok. oui, mais alors j'ai fait qu'une mission start-up. Malheureusement, c'était assez agréable. Voilà, et donc après 6 mois, je me suis dit bon, j'ai vu ce qui se faisait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je vais trouver une start-up. J'ai envie de partir de Paris parce que j'en ai marre de vivre dans 70 mètres carrés à 4. Donc il faut que je trouve soit un boulot en full télétravail, soit un boulot pour qui je reste 1 an à Paris et qui accepte que je parte après.
Donc finalement, moi j'ai trouvé assez vite, hein. Je crois que ça m'a pris, le process, m'a pris 3 semaines quoi, en gros, entre le moment où j'ai commencé à chercher Parce que c'est et aussi, une compétence qui est extrêmement demandée, mais ouais, peut-être pas trop parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent, ce que veulent faire les gens, là-dessus quoi, non? bah, en fait, aujourd'hui, la plupart des boîtes cherchent quand même un peu des moutons à 5 pattes. Exactement. Et je suis quand même plutôt un bon mouton à 5 pattes, parce que, bon, forcément, quand tu as été CTO pendant 10 ans, tu as touché à quand même, beaucoup de choses différentes. Enfin, je veux dire, s'il y a la prod qui tombe un dimanche, bah, c'est pour ta pomme, quoi. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de connaissances dans pas mal de domaines et dont l'IA. Et oui, ça intéressait du monde. Pour le coup, j'avais une dizaine de processus, en parallèle, quoi. D'accord. Pour rentrer en quoi? C'était en tant que CTO dans une start-up ou? Non, alors on m'a proposé des jobs de CTO, dans des startups, early stage. Le D'accord. problème, c'est que, c'est souvent, pas payé. Ah bah Donc bah ils te oui. disent: «Hey, tu vas prendre, 25 de la boîte, mais par contre, tu auras pas d'argent pendant 1 an». Donc Mmh. ça, c'était pas possible. J'ai eu aussi d'autres propositions, du style, vous êtes 2, vous avez 1 million pendant 1 an et puis, voilà, c'est à vous de trouver de l'argent et cetera. C'est 1 million mais pas plus? Mais, avec un salaire, ridicule. D'accord. Je pouvais pas utiliser le million pour me payer, Ah malheureusement. d'accord. Ah OK, je pensais. Voilà, mais bon, en gros, là, j'avais besoin, de gagner ma vie, d'un peu de stabilité, hem, de moins travailler, tout le temps parce que finalement c'est, Bah, si tu te réveilles le week-end, le dimanche, tu dois, sauver la ouais, prod. fondateur de start-up, tu bosses quand même pas mal. Mmh. Hem, ouais, en gros, je voulais pas remonter une boîte, là. Donc j'ai fait quand même le gros pas de repasser employé après 10 ans. Bon, j'appréhendais un peu, mais finalement ça se passe très bien et puis j'ai trouvé un projet en fait, je me suis décidé assez vite parce que j'avais pas mal de process, en parallèle, mais j'ai trouvé que le projet d'Heal.dev était vraiment sympa. Hem, alors c'est la pure application des LLM, donc déjà c'est ce que je voulais faire et puis je trouve que ça répondait vraiment à un vrai pain que j'ai constaté, dans toute ma carrière d'informaticien qui est que, mettre en place des tests, web, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur terre et même encore maintenant. Ah oui, oui, bah, encore maintenant, ouais, Mmh, c'est mmh, un mmh. truc pas résolu. Enfin, je sais qu'on avait essayé de le faire chez Mojo. Enfin, on avait essayé. On avait envisagé de le faire et on s'est dit: «En fait, c'est juste pas possible. Notre interface, elle change, tout le temps. Donc, chaque fois qu'on va modifier le site, on va devoir modifier nos tests, on va y passer notre vie». Horrible, oui. Et voilà, du coup, appliquer l'IA là-dessus, c'est vraiment top. Enfin, tu bouges ton bouton, l'agent va retrouver le bouton, tu changes un peu le processus, il va être capable de retrouver le bon process et cetera. Donc voilà, super bonne application. Je me suis dit: «Ça va cartonner, parce que c'est un vrai besoin». Donc je suis parti là. D'accord. Donc là, tu es dans une équipe, tu es plus en tant que vous êtes combien, à travailler sur les LLM? Tu es tout seul ou vous êtes plusieurs? On est 2, 2. OK. hem, moi et le CTO. D'accord, Bon, il est pris par pas mal d'autres choses, du coup, donc je suis, le seul qui est vraiment plein temps, sur la partie IA. d'accord. Ah oui, ça te laisse quand même une bonne latitude à travailler sur les sujets IA et implémenter un peu ce que tu veux mettre en place. Ouais, alors après, bon, finalement, ce que je veux suit toujours un peu le besoin, mais ouais, là, on est tout petit, hein, donc on est super, dynamique, quoi. Les besoins, ils peuvent changer, Du jour au lendemain, la stratégie. d'une semaine à l'autre, donc on D'accord, s'adapte en permanence et j'essaie de faire ce qui a le plus de valeur, pour le produit. carrément. Et vous êtes combien en tout, dans la tech? Dans la boîte,
Alors attends que je réfléchisse, on est 4 là, 5. On est Cinq. 5 et on est 4 tech. 4 tech, trop Ouais. bien. Donc là, au moins, là, tu peux pas arriver mieux. Là, ça va extrêmement vite. Tu prends Ah une oui. décision, le lendemain, c'est en prod. Ah oui, là c'est sûr. Ouais, non mais on va grossir un petit peu là. Ok. On- Alors déjà, on va recruter des QA engineers, donc des Ah, gens qui vont écrire des tests c'est et un les peu maintenir. paradoxal, ça, non? Ouais, c'est un peu paradoxal, mais en fait, aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir ça a toujours été pareil en machine learning, hein, mais avoir un modèle qui est juste 100% du temps, ça n'existe pas vraiment. Aujourd'hui, on sait qu'on a encore des lacunes par-ci par-là qu'on va combler, mais ça prend du temps. Donc, notre objectif, c'est aujourd'hui de rameuter le plus de clients. Donc, et puis c'est quand même un domaine qui est assez critique. Enfin, finalement, si l'agent te dit ah, mais il y a aucun problème, ton site marche très bien et qu'en réalité, il y a tout qui a planté. Bon, normalement, Ah, être agent un compliqué. peu meilleur que ça, devrait pas se planter là-dessus, mais je prends exprès un exemple un peu Un peu compliqué. extrême, ouais. Voilà, c'est assez dramatique si le client va mettre en prod cette version-là et que derrière, plus personne peut utiliser son site, quoi. Ok. Donc, c'est trop critique pour qu'on puisse laisser la main, pour l'instant, 100% à l'IA. D'accord. Voilà, et puis on a toujours besoin de vérifier au moins l'écriture des tests au départ, D'accord. de vérifier que ça respecte les bonnes pratiques d'écriture de tests, voilà, par des trucs trop spécifiques, etc. Voilà, donc on recrute des QA engineers qui vont nous aider à faire un super agent QA engineer. Du coup, en plus, ça va permettre d'améliorer votre agent. Et Ah oui, bah c'est complètement l'objectif, ouais. trop bien. Trop bien. Et derrière, là, tu travailles sur l'LM, tu le paramètres et tu le codes. Est-ce que toi, tu vois un après? C'est quoi l'après de ça, d'être développeur, est-ce que est-ce qu'il y a des perspectives? C'est assez difficile d'avoir une vision long terme sur ce Quelque chose sujet qui est tout nouveau? ouais, tout nouveau et qui évolue tellement vite. Alors sur le métier d'ingénieur IA, bon voilà, je sais que dans 5 ans, il y en aura encore. Ça, enfin, en tout cas, si on regarde la technologie actuelle des modèles, je pense pas qu'on va totalement remplacer les architectes des agents. Par contre, ça va forcément avoir un gros impact sur tout le software engineering de manière générale. C'est clair. Enfin, ça l'a déjà, je pense, un Bah, gros impact. carrément. Mais toi, tu utilises quoi comme IDE pour développer? Cursor, Cursor, ouais. ouais. Tout le monde utilise Cursor, c'est incroyable. Ah ouais, mais c'est vraiment bien, hein. Et c'est énorme. Et toi, c'est la version payante aussi? Ouais. OK, trop stylé. Et est-ce que tu vois, par exemple, si regarde, si tu te remets un peu dans, le Charles d'avant, quand tu étais, développeur, pour, les CRM, est-ce que tu te dis avec les outils de maintenant, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? Est-ce qu'il y aurait des changements, des choses que tu rajouterais, des trucs? Tu te dirais: «Mais non, en fait, j'ai plus rien à faire là. J'ai avec Cursor, il y a plus rien à faire, c'est terminé». C'est vrai que quand je repense à ce que je faisais en étant junior, je pense que, ouais, il y a une grosse partie qui serait automatisée, ouais. Mais non, mais carrément. Ouais. Ouais. Ah, surtout sur des petites archis, petits projets simples, petites fonctionnalités dans son coin, tu vois? Là, c'est, c'est hyper puissant. Après, quand tu as un gros projet, que tu sais comment il est architecturé, que tu sais comment tu vas architecturer ce qu'il faut faire, et cetera, là, Cursor est pas nickel. Enfin, en tout cas, il faut vraiment le guider, quoi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. C'est compliqué parce que les juniors, ils ont besoin d'apprendre. Le Ils apprennent problème, ça, c'est ouais. que aujourd'hui, voilà, Cursor, clairement, c'est un très très bon junior qui va beaucoup plus vite que n'importe quel humain. Donc, je pense que les juniors doivent quand même pas mal l'utiliser. Le problème, c'est que du coup, ils apprennent plus à développer. Ah oui. Donc, ils apprennent moins à architecturer.
C'est compliqué. Donc, ils montent pas en seniorité. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment bien utiliser un LLM, en fait, faut être senior. Mais tu le constates dans le milieu des startups, en tout cas, la plupart des startups recrutent quasiment plus de juniors. Ah Alors oui, qu'il y a 5 ans, c'était c'était que ça. complètement le cas. Oui. Et on recrute des seniors, des mecs qui ont 15 ans, 20 ans d'XP et qui utilisent Cursor et qui produisent du code 5 fois plus vite, quoi. C'est énorme le Mais changement quand même. ouais. Et toi, tu vois, donc en termes de productivité, tu pourrais me dire un pourcentage de ce que tu as gagné par rapport à ce que tu faisais avant sans Cursor? Tu arriveras à le Mmh, quantifier? alors ça dépend vraiment de ce sur quoi je bosse. Hem, sur la partie agent, ça m'aide pas tant parce que finalement, ce qui prend du temps, c'est pas forcément le développement du truc, c'est plutôt, hem, savoir comment tu vas mesurer sa performance, mettre en place, tout ce qu'il faut, des datasets, pour savoir si ton agent est bon ou pas. Ça, tu es obligé de le mettre au début ça, pour savoir s'il est, performant? Si tu mets déjà les métriques que tu veux C'est un mesurer? des premiers trucs que je fais, oui, c'est, OK, mettre en place les métriques pour commencer, dès que j'ai, une première ébauche, je peux commencer à voir comment ça se comporte sur pas mal de données. trop bien. C'est quoi les métriques que tu mets? Si tu peux en Ça dépend, complètement de ce pourquoi ton agent est fait. En d'accord. fait, si je prends un de nos agents, chez Hill, c'est un agent, tu lui donnes une instruction, il va te trouver un élément sur une page. Tu vois? C'est, Mmh. je veux cliquer sur le bouton pour se connecter. Ça D'accord, peut être login, sign in, connect, tout ce que tu veux. d'accord. Il va le retrouver. OK, Donc là, tu vas construire des milliers d'exemples d'instructions et d'éléments correspondants. d'accord. Et à chaque fois que tu t'itères sur ton agent, tu vas le balancer sur l'intégralité des données et tu peux mesurer sa performance. Mmh. Donc c'est un exemple assez simple. Tu as des cas qui sont beaucoup plus compliqués. Typiquement, si tu prends un agent qui génère du code, si tu veux mesurer sa performance, finalement, tu vas plutôt la mesurer à l'exécution, voir si le résultat est bien ce que tu attendais. Mais voilà, c'est assez important dans l'IA de pouvoir mesurer les choses, surtout quand tu fais évoluer ton produit. Donc oui, c'est la première base, c'est de mettre en place la mesure. Après, c'est comment j'architecture mon agent. Euh, Tu fais parce la que lecture comment ça, un agent? il y a plusieurs, il y a plein d'architectures différentes. Alors t'as peut-être déjà vu N8N ou Oui. ce Ah genre de oui. truc. Bon, tu peux avoir des choses assez linéaires. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ouais, tiens, je vais te prendre l'exemple d'un agent de heal, ça sera le plus simple pour moi. Allez. On a un agent qui, quand un test plante, va analyser pourquoi. Donc l'idée, c'est, l'agent lui dit, bah, voilà les logs applicatifs, tu peux y accéder. Voilà, les traces. Donc ça, les traces, c'est, en gros toutes les requêtes réseau qui ont eu lieu et tous les logs de la console, web. Voilà les screenshots, toutes les étapes, du système. Voilà, il y a quelques petits outils comme ça, je vais pas tout énumérer D'accord. et voilà, ça a planté à telle étape, débrouille-toi. Dis-moi pourquoi. Ouais, dis-moi pourquoi. Tu me donnes les inputs et tu lui dis: «Vas-y maintenant ce que je veux c'est que tu débugs. Là, c'est pas C'est un ça. fonctionnement normal et vas-y Donc tu en cherches». gros, Trop bien. tu as un agent orchestrateur, en fait, qui lui, va recevoir, toutes les infos, de départ. Hem Et ensuite plusieurs petits agents, tu vois? Un qui est spécialisé pour extraire les informations intéressantes des logs. Un Trop qui va bien. être, spécialisé pour comparer, les screenshots, du test qui a planté avec un test précédent qui est passé pour voir s'il y a des différences et cetera. Énorme. Ah oui, OK. Et donc voilà, en gros, tu définis tes petits outils. Tu définis si tu veux un truc linéaire, tu peux te dire: «Ah bah, je vais prendre, le step où ça a planté et puis je vais d'abord regarder les screenshots, ensuite regarder les logs, ensuite blablabla et puis ensuite je vais regarder le step d'avant». Donc tu peux faire un truc assez linéaire. Tu peux faire un orchestrateur qui dit, «Ah bah, je pense qu'il faut, demander, à l'analyseur de screenshot,
ce qui s'est passé parce que vu le contexte et vu mes analyses précédentes, il me semble que c'est intéressant. Voilà, donc en fait, Énorme. Au début, tu pars quand même souvent sur des choses un peu intuitives où tu te dis, ah, bah, je pense que ça va bien marcher comme ça, et puis tu testes plusieurs trucs, et voilà. Énorme. Moi, je vois, en fait, comme je l'imagine, je me dis, tu vois, c'est une équipe. Une petite équipe avec chacun sa spécialisation. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et tu lui dis, allez, vas-y les gars, on y va, on travaille sur résolution de bugs et vous m'aidez à travailler. En fait, t'es tout seul et tu travailles avec tes tout petits agents sur ton ordinateur. C'est incroyable. C'est ça. Mais t'as tendance un peu à les personnifier aussi quand tu passes. Ah oui Tu leur donnes des noms et tout? Non. Non, quand même pas. Mais bon, quand tu passes 2 jours à former, enfin, tu vois, en gros, à prompter un modèle pour qu'il fasse ce que tu veux, au bout d'un moment, tu as mis un peu de ta personnalité, tu vois. Ah la vache, c'est trop bien. C'est énorme. C'est énorme. En fait, tu te dupliques. Tu te dupliques, mais tu te spécialises. Tu prends tes agents, tu les spécialises sur une tâche vraiment donnée et tu les pousses vraiment à leur niveau d'excellence. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non mais... Bon, après, tu restes contraint par la capacité du modèle qu'il y a derrière, mais... Mais derrière, tu vois, je me pose des questions. Comment tu peux les pousser à leur maximum? Est-ce qu'il y a t'as besoin de l'infrastructure ou, par exemple, pour qu'ils calculent, pour qu'ils réfléchissent plus vite et peut-être t'as besoin de CPU, ce genre de choses? Comment ça marche? Comment ça fonctionne tout ça? Alors, oui, la méthode simple, c'est d'appeler des API type OpenAI, Anthropic, voilà. Donc ça, au moins, t'as absolument rien à gérer, hein. Tu mets ta carte de crédit Et ça débite. t'envoies ton prompt et ça te renvoie une réponse et ça débite. C'est parfait. Après, t'as un écosystème open source qui est hyper actif, qui est bien porté par Hugging Face, qui maintenant, je pense, peut dire Scale-up française. Donc ouais, c'est hyper actif. T'as plein de modèles qui peuvent servir à plein de choses. T'en as qui sont très bons sur les images et le texte, t'en as qui sont très bons sur le texte, t'en as qui sont bons avec la voix. Eux, parce qu'en fait, ils ont créé leur propre agent et ils l'ont spécialisé dans... Alors eux, ils ont créé des modèles. Ah, ils créent, pardon, les modèles. C'est juste le modèle sous-jacent que ton agent va utiliser. D'accord. Alors, l'idée, c'est que ton agent, en fait, il pourrait, en théorie, utiliser le modèle que tu veux derrière. Ok. Simplement, tu vas avoir des différences de performance sur le modèle que tu mets, puisqu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Exact. Mais le problème, finalement, c'est que si tu prends les meilleurs modèles open source, ils sont assez gros. Et derrière, tu vas avoir besoin de déployer des serveurs avec 8-12 GPU. Donc ça te coûte un bras énorme. Exact. Donc en fait, si tu veux que ça soit rentable, il faut que tu aies un taux d'usage quasiment de 100%, quoi. Si tu as des temps morts, tu perds de l'argent. D'accord. Donc, ce que font la plupart des boîtes, c'est prendre des petits modèles, beaucoup plus petits, qui sont quand même assez performants, qui vont spécialiser. Donc, c'est toujours pareil. Tu récupères un maximum de données. Tu lui dis, ah bah voilà toutes les entrées que j'ai et toutes les sorties. Entraîne-toi à retrouver les sorties en fonction des entrées. Et ce qu'on appelle faire du fine-tuning. Et du coup, tu peux spécialiser des petits modèles qui peuvent atteindre des performances quasiment aussi bonnes que les gros modèles. Et qu'ensuite, tu peux déployer avec des coûts plus raisonnables. D'accord. Et tu déploies ça sur quoi? Sur le cloud directement? Ouais. Alors après, t'as un peu le choix sur ce que tu veux faire. Tu peux mettre des GPU dans ton bureau si t'as envie. C'est ce qu'on faisait chez Mojo. Ah oui. Ouais. C'était rigolo. Tu peux prendre un gros cloud provider, AWS, Azure, GCP. Donc là, c'est vrai que les coûts sont un peu différents, donc c'est un peu plus... Ouais, tu fais tout ton infra Kubernetes, Ok. et puis tu mets en place ton auto-scaling et tout ça, et ça te coûte un bras et c'est compliqué à maintenir. Exact. Sinon, tu as des providers tiers qui sont faits pour ça, qui coûtent moins cher que les gros et qui te proposent des infra GPU qui s'auto-scale. Voilà, donc en gros, t'écris juste ton script Python qui fait l'inférence. Enfin, ce qu'on appelle l'inférence, du coup, c'est j'envoie une instruction, je reçois une réponse. Tu codes juste cette partie-là, et ensuite, il s'occupe d'auto-scaler tes GPU,
en fonction de la demande, etc. Donc, Trop bien. nous, c'est plutôt là-dessus qu'on part actuellement, parce D'accord. qu'on est petit et qu'on a déjà une autre infra cube pour autre chose et que voilà, Ok. ce serait trop compliqué. Trop bien. On a parlé de la partie infra, de la partie code. Donc là, tu as mentionné aussi du Python. Donc tu fais du C++ et du Python. Ça, c'est les deux Alors, langages. j'ai fait beaucoup de C++ chez Mojo. Mhm. Donc C++ pour toute la partie algorithme, parce que bon, c'était les libs étaient en C++, et puis on avait besoin que ce soit ultra optimisé. Chez Hill, on est en Node. D'accord. Ah oui. Ouais. Mais avec Avec TypeScript, TypeScript. ouais, parce Ok. que Ça va un peu. pur JS, C'est ça fait mal. Mais non, mais en fait, ça fait plutôt du sens parce qu'on interagit avec des browsers. Oui. Et qu'on utilise du coup Playwright, qui est voilà une grosse librairie qui permet de faire des tests web, qui est majoritairement en Node. Donc finalement, voilà, on écrit du TypeScript pour faire tourner du code dans les browsers, on écrit du TypeScript pour l'agent, c'est assez logique. Et puis on a LangChain qui est voilà la grosse librairie euh, pour s'intégrer avec des LLM qui marche très bien en Node. Trop bien. Donc on est principalement en Node. Ensuite, on a toute la partie plutôt fine-tuning, déploiement des modèles, etc. Ça, c'est du Python. D'accord. Mais ouais, sinon Node React pour l'intégralité de la stack. D'accord. Ah oui. Donc c'est différent. Donc là, un petit switch aussi de langage. Donc toi, ça t'a pas posé de problème. Non. Non. Ouais, non, bah c'est bon. J'en ai fait pas mal du coup. Tu vois. Ah ouais, j'ai fait du .NET, du C++, Java, Python. Tous les langages, toi. Ouais, pas tous, mais j'ai fait du Rust aussi. Que j'aime Du reste. beaucoup, mais Ouais, c'est bon. pas mal. Ok. Ouais, donc là, après, c'est pas non plus des développements poussés que tu fais en développement. Non, c'est pas de la grosse algorithmique parce on n'a pas des contraintes de performance très élevées, vu que finalement on passe plus de temps à attendre les LLM qu'à construire ce qu'il faut pour les appeler. Donc non, clairement pas de problème de perf. Et voilà, ça fait du sens avec avec le reste de la stack, donc c'est plutôt bien. Donc j'ai compris que tu recrutais uniquement des seniors, mais quel accent ou quels soft skills avoir pour être recruté dans l'IA? Alors c'est pas facile comme question. J'ai fait passer beaucoup d'entretiens dans ma vie. Et t'en as passé aussi beaucoup, toi, pour être recruté? Ouais, bah finalement pas. Oui, enfin j'en ai passé, mais pas non plus des centaines, quoi. Par contre, j'en ai fait passer plusieurs centaines, je pense. Et, j'ai pas une méthode de recrutement forcément très traditionnelle, dans le sens où je fais vraiment des examens techniques, tests techniques. Bon, ça fait encore moins de sens maintenant, je pense qu'il y a 5 ans, mais Bah oui, oui, mais après, ouais. tous les lead codes où finalement t'en fais 500 lignes, t'apprends tout par cœur, je suis pas sûr que ça détermine vraiment tes compétences en dev. Et petite Euh, anecdote, il y a même une boîte qui s'est lancée et qui te fait ton test technique à ta place. Ah oui? Et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, quelqu'un fait ton code à ta place ou ton test technique. Et Mm. après, voilà. Donc après, t'es engagé, mais le problème, c'est que tu t'arrives là et tu dis, ah, mais non, en fait, je connais pas ce langage. Mais ouais, après, c'est vrai que moi, le test technique, moyen, quoi. Je suis pas non plus pour à 100%. Ouais. Donc bon, je sais que j'ai toujours beaucoup plus recruté au feeling, du coup. Ok, Je me demande aux gens de parler de leur projet, ok. je leur pose des petites questions, je vois s'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ça les intéresse. Je vois s'ils ont des projets perso aussi. Euh, bon, je pense que quand on est junior, c'est quand même hyper bien d'avoir des projets perso et de pas juste rester sur ce que tu fais au boulot. Carrément. Bon, je sais que c'est plus mon cas maintenant parce que j'ai eu ma boîte, donc ça a été mon projet perso pendant 10 ans et chez Hill, ça m'amuse beaucoup. Alors j'ai du mal à faire d'autres choses, mais ouais, voilà, je pense que c'est ça. Faut s'investir, faut s'intéresser, faut essayer de se former au maximum de choses. Et puis expérimenter aussi, parce que là, tu vois, là, on est sur un nouveau domaine qui est extrêmement novateur. Si on n'a pas lancé un petit projet comme tu l'as fait chez Mojo et commencé à implémenter, jouer avec, Ouais, clairement.
Ça peut être quand même pas mal. Après, j'estime que quand tu as des petits projets perso, c'est que tu construis des choses et tu essaies de les faire tourner, quoi. Mais c'est clair. Carrément. Si tu restes que dans la théorie, la théorie, c'est magnifique, mais Il y a un moment, va falloir exécuter, quoi. ouais. Surtout en IA, faut bien comprendre où sont les limites des modèles tant que t'as pas expérimenté. Compliqué. Dernière question. Comment tu te vois au long terme? Alors déjà, j'espère que il.dev va cartonner. C'est tout le malheur qu'on te souhaite. Ouais, et que on va devenir super nombreux et qu'on va avoir un super produit. Bon, j'imagine que le jour où ça sera un succès et que j'aurai envie de passer à autre chose, j'essaierai probablement de remonter une boîte. Ah oui. Donc toujours CTO ou tu veux faire un peu être le nouveau acronyme CTPO, donc gérer aussi bien le produit que la tech? Ah non, je serais pas CTPO. Non, je pense que j'aimerais bien rester en la tech. D'accord. Tu vas peut-être créer la boîte, être CEO un peu au début et puis passer CTO après. D'accord. Donc une boîte, c'est de tech pour la tech. Ouais, une boîte où je fais des choses en IA qui sont sympas et qui servent à quelque chose et ça serait sympa. Mais bon, c'est pas du tout dans les cartons, hein, donc on verra plus tard. On verra plus tard, carrément. Ok. Est-ce que tu as des choses aussi, où est-ce que tu fais ta veille, toi? Ta veille technique? Beaucoup LinkedIn, Twitter. Ah, LinkedIn aussi? Ouais. Ok, très bien. T'as peut-être des gens à nous recommander, des personnalités? Tu peux t'abonner à 50% des ingénieurs de Hugging Face et Ok, Hugging Face, trop bien. Je mettrai et tu seras pas mal au courant de tout ce qui se fait en open source. Très bien. Leur blog est sympa aussi. Ah ouais? D'accord. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, Hugging Face, c'est français. Ouais. Donc, je mettrai le lien en description de l'épisode. Donc, très bien. Après, voilà, je suis dans pas mal de groupes d'agents, de trucs comme ça. J'ai lu pas mal de news. J'ai pas vraiment de canal Précis. hyper spécifique. D'accord. C'est un peu la magie des réseaux sociaux, hein, mais C'est pas faux. bon, je n'ai que des infos sur l'intelligence artificielle, en tout cas, qui me parvient, donc c'est plutôt bon. C'est bon, ça. Mais voilà, du bien coup, paramétrer l'algorithme. Ouais. Je lis pas mal de papiers quand même scientifiques. Bon, je les lis de moins en moins en entier parce que j'ai découvert que tu pouvais les faire ingurgiter à ChatGPT qui te faisait des résumés détaillés Ça, c'est le hyper bien. Donc, du coup, t'as une licence aussi ChatGPT? Oui. D'accord. Ta curseur ChatGPT, c'est que les seules choses que tu payes pour l'IA? Oui, je pense. Ok. Ouais. Ok. Moi, j'ai une licence aussi ChatGPT, donc il n'y a plus qu'à m'y mettre. Ok, très bien. Et par exemple, ok, donc on a vu là où tu faisais ta veille. Si, comme moi, tu vois, moi, je suis extrêmement débutant sur l'IA. Si j'ai envie de commencer et créer un projet, je commence par quoi? Tu peux commencer par installer un modèle en local et discuter avec lui Allez, et voir ce que ça donne. En plus, t'as un splendide Mac, là. Et c'est vrai qu'il est joli, mon Mac. Ouais, ça marche très bien sur Mac, donc... J'installe un petit LLM en local et boum. Je me nourris de Hugging Face. Peut-être ils ont des tutos, des choses, j'essaie de les suivre. Ouais, ils ont plein de formations, notamment de formations sur les agents. Ouais, ils ont pas mal de bons contenus. Ok, allez. Je me forme sur les agents avec Hugging Face, j'installe mon LLM en local, et là c'est bon. Et là, c'est bon, tu peux débrancher Internet et vibe coder sans Wi-Fi. C'est bon ça c'est bon ça. Ok, top, bah nickel. Tu utilises encore Stack Overflow ou pas? Parce que j'ai vu qu'ils étaient en décrépitude totale. Alors honnêtement, plus trop. Plus trop, bah ouais. Ouais. C'est vrai que moi c'était une source. Moi, ça a été notre source à tous pendant 15 ans, je pense, Non, mais grave. ouais, plus trop. Ça m'arrive quand le LLM dit vraiment n'importe quoi, D'accord. mais ouais, c'est de plus en plus rare quand même. Ok. Et même Google, toutes tes recherches Google, tu l'utilises encore ou c'est vraiment ChatGPT à fond? Ah oui, si j'utilise Google pour plein de choses. D'accord. ChatGPT, je l'utilise à 90% pour le boulot. D'accord. Enfin, pour développer, quoi. Après, j'ai fait quelques tentatives. Fais-moi une recette de gâteau au chocolat. C'était pas super convaincant. Ah mince!
ChatGPT, ça marche pas du coup. Pour les recettes et gâteaux, ça fonctionne pas. Si, c'est censé marcher, mais c'est ma femme qui trouvait ça vachement moins sympa que de regarder dans un bouquin de cuisine. Donc je Alors, pense aussi que voilà, c'est soit le il y cuisinier, avait soit un la avis recette. un peu biaisé peut-être. Mais... D'accord. C'est soit le cuisinier, soit la recette. Alors c'est Ouais. peut-être le cuisinier là. Non, mais après, tu sais, c'est une IA, donc il te fait un gâteau au chocolat qui est un peu la moyenne des gâteaux au chocolat que tu trouves sur Internet, tu vois. Oui, d'accord. Donc c'est pas. Bah ton prompt était pas bon. Il a rien d'extraordinaire. Ah, Oui, extraordinaire. c'est ça. Je l'ai peut-être mal prompté. Ouais. Non, je l'ai prompté dans la cuisine en vitesse. Tu vois. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, peut-être aussi. Je vois aussi beaucoup passer des ingénieurs prompt ou sur les posts LinkedIn. Commente-moi, je sais pas moi, je veux devenir investisseur et tu as en fait un prompt pour qui te permet d'être investisseur. Achète-moi mon package de 150 prompts Exactement. pour t'aider à mieux vendre avec ChatGPT. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Bah, je pense qu'il y a, il y a quand même de vraies compétences. Enfin, je passe quand même pas mal de temps de ma vie à prompter des LLM et oui, il y a des méthodes. Enfin, il y a même OpenAI qui a fait un guide assez récemment qui est très bien fait sur comment prompter un LLM. OK. Après, acheter des packages de 150 prompts, ça pour moi c'est n'importe quoi. Enfin, finalement, un prompt est jamais aussi bon que quand c'est toi qui le fais et que tu sais exactement ce qu'il va faire pour ce que tu veux faire. Donc, je suis pas hyper convaincu, mais je comprends qu'il y a un besoin là-dessus aujourd'hui. Plein d'entreprises qui ont besoin de bien prompter leur LLM pour un besoin très spécifique. Et là, c'est une vraie valeur, je pense. Parce que tu vois, tu as aussi des ingénieurs prompt qui se mettent en place, voilà, experts en prompt. Donc là, toi, tu dis, ouais, c'est utile. Après, ça dépend des entreprises. Ouais, j'en ai pas croisé dans ma vie professionnelle. D'accord. Je peux pas dire. Voilà, j'ai surtout l'impression de croiser un peu des bonimenteurs sur LinkedIn, quoi. Mais, Ah, bah ça, bah oui. mais voilà, j'imagine que ça peut avoir un intérêt. Après, je sais pas exactement pour qui travaillent les prompt engineers. Mais... Exactement, je sais pas non plus. En tout cas, le meilleur prompt, c'est celui qu'on fait. Oui, si t'as un besoin spécifique, oui, t'as tout intérêt à le faire toi-même, ouais. Non, mais en tout cas, ça m'éclate bien ce que je fais aujourd'hui. Et ouais, c'est assez gratifiant. Tu construis tes petits agents, tu vois, qui marchent. C'est très cool. L'utilité, elle est instantanée. C'est-à-dire que tu les mets sur des projets. Ah, bah attends, là, c'était comme ça. Tu peux lui mettre des bugs, regarder comment il réagit. Je trouve que Ouais, c'est c'est pas mal. ça. Et petite question, après, pour améliorer la vitesse de détection des bugs, tu fais quoi? Il y a des trucs à jouer? Parce que, je sais pas, moi, ça, à mon avis, ça doit être instantané. Ça met pas 1 heure à parcourir tout ton site web pour créer les tests de... Alors, créer les tests, ça peut être assez long quand même parce que aujourd'hui, en fait, on explique quand même à l'agent ce qu'on veut créer comme test. Voire, dans la grande majorité des cas, on a des petites briques, en fait. Tu vois, genre cliquer sur... tu décris sur quoi tu veux cliquer. On a des petites briques qu'on met bout à bout comme ça. Donc ça reste quand même assez long. Et il y a pas mal de méthodes qui existent pour que l'agent aille parcourir le site et clique sur tous les boutons, découvre tout et ensuite refasse des parcours utilisateurs. D'accord. Ça, pour le coup, c'est assez long, quoi. Ok, bah oui, je comprends, ouais, carrément. Okay. C'est assez long, mais c'est pas notre focus principal parce que aujourd'hui, écrire des tests, en fait, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est de les maintenir. Oui. Quand ça change, quand il y a quelque chose qui bouge, de tout refaire, etc. Puis le support, quand t'as un test qui plante, voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Mais après, on a mis en place pas mal d'outils pour simplifier. On est en train de mettre notre mini curseur, tu vois, qui permet d'écrire un peu, de vibe coder un peu les tests. Trop bien. On est bien loin du vrai curseur, hein, mais bon, c'est pour qu'on comprenne de quoi je parle. Mais... Ouais. Peut-être dans quelques années, hein. Ouais, probablement. C'est la première version. Trop bien. Bah voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas si comment on fait pour te contacter, si des gens veulent apprendre un peu plus sur l'IA et se former. Le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn, Charles Chevalier. Charles Chevalier, il.dev, je suis facile à trouver. Allez, bah, de toute façon, je mettrai
ton lien LinkedIn en description de l'épisode. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? D'avoir le meilleur QA engineer du monde. Allez, c'est ce qu'on va te souhaiter. Comme ça, on verra l'agent et tout le monde l'utilisera. Toutes les personnes qui écouteront le podcast ou l'épisode utiliseront ton agent QA. Magnifique. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Merci. Allez, salut. Salut. Mais t'es encore là ? Si tu es resté jusqu'ici, c'est sûrement que cet épisode t'a apporté de la valeur. Aide-moi à le faire connaître, partage-le autour de toi et pense à laisser une note ou un commentaire. C'est grâce à toi que le podcast grandit de jour en jour. Merci beaucoup et à bientôt.